Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en matinée du 19 septembre 2021 et nous serons ensemble jusqu'à 10 h ce matin. Nous allons commémorer ensemble le 63e anniversaire de la constitution du GPRA. Donc c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne. Aussi avec la rentrée scolaire, vous savez que le mouvement associatif, la société civile se mobilise justement pour permettre aux enfants d'avoir une rentrée scolaire heureuse. Surtout, nous allons recevoir une association, c'est une association de Skikda, il s'agit de l'association Le Barik, qui viendra donc nous parler de leurs activités, non seulement pour la rentrée scolaire, mais aussi qu'ils font pour l'environnement, parce que c'est d'abord une association qui s'intéresse à l'environnement. Aussi, Nabila Abada, notre collègue qui a l'habitude de vous faire voyager, de vous faire visiter plusieurs coins d'Algérie à travers son émission Escapade, fait son entrée où elle rejoint l'équipe de Bonjour d'Algérie à travers une rubrique tourisme. Justement, elle va aussi faire découvrir plusieurs endroits, des activités aussi qu'on peut faire, qu'on peut avoir dans plusieurs régions d'Algérie. Sera parmi nous ce matin. Aussi, Mariam Oussaïd, dans sa rubrique Coin vert, s'intéressera encore une fois à l'environnement, mais cette fois-ci, elle va s'intéresser à un sujet bien particulier, puisque vous le savez, le mois de juillet, août n'étaient pas des mois faciles pour l'Algérie, puisque plusieurs wilayas du nord du pays ont été donc touchés par les feux de forêt. Alors qu'en est-il justement de la préparation des sols aujourd'hui pour pouvoir permettre la régénération des forêts, des centaines d'hectares que nous avons perdus suite à ces feux. Aussi, le mois d'octobre, c'est un mois de sensibilisation pour le cancer. C'est justement la lutte contre le cancer. Nous en parlons ce matin. Voilà pour le menu de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel, et ce sera en compagnie de Friel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Friel Chir, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on a été quand même accompagnés ce matin avec une belle prise, une bonne prise, avec du soleil. Ça va continuer la journée? Tout à fait. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ravi de vous retrouver. En effet, le soleil est de retour pour plusieurs jours d'ailleurs. La journée sera estivale, des températures très clémentes au nord, élevées encore sur la partie sud. Côté ciel, donc on notera beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas en début de matinée, pardon. Puis le soleil reprendra le dessus au fil des heures, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre, accompagnés parfois de quelques failles orageux, surtout vers l'intérieur est. La partie sud, plus précisément vers le sud-ouest. Au sud, quand vous le voyez si bien, le temps sera voilé un peu partout, avec des soulèvements de sable vers le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental. Les températures, les voici. Donc, elles vont être très clémentes au nord. 29 à Alger, il fera 30 à Tizi Ouzou, 28 pour Annaba, Skikda, c'est le minimum aujourd'hui en Algérie, 32 à Oran, Tlemcen, 31 à Al-Bayad de Djelfa, au sud 44 à Dara'in, l'extrême sud, et c'est le maximum, 40 à Ilizi, 34 à Janet, 35 à Tamanrasset, et enfin, même température pour la wilaya de Tindouf. À présent, place ce matin à l'état de la mer. Pour aujourd'hui, nous aurons une mer belle à peu agitée, avec des vents modérés, faibles à l'est, des vents qui varient entre 15 et 30 km/h, entre 20 et 30 km/h à l'ouest comme au centre. Et avant de nous quitter, place ce matin, place à l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le temps sera dégagé à Montréal. Il fera beau aussi à New York, Washington. Grand soleil pour Dallas. Côté température, 33 à Dallas, 28 à Washington, 31 à Miami, 21 aussi pour Mexico, 27 à New York et enfin 22 à Montréal. On se quitte avec les Aujourd'hui, le soleil se couchera à 6h33 pour se coucher à 18h49. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Profitez du soleil et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, il faut profiter donc du soleil à 2 jours avant la rentrée aussi, scolaire de la voilà. plage. Voilà, juste avant. Pour bientôt, c'est pour mardi, Inch'Allah. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Friel.
On se retrouvera tout à l'heure, donc après journal télévisé du midi, après celui de 19h, Tout à fait. et demain à partir de 8h30 Avec pour un Bonjour grand d'Algérie. plaisir. Merci Friel, bonne journée à vous. Et on continue, et cette fois-ci, on va proposer cette balade, on va dire, et ça va être l'Algérie vue du ciel. Et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau, je vous le disais ce matin, aujourd'hui, le 19 septembre, c'est le 63e anniversaire donc, de la création du GPRA. Nous en parlons ce matin en compagnie de Hassan Ara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors aujourd'hui, le 19 septembre, donc ça coïncide au 63e anniversaire de la création du GPRA, donc le 19 septembre 1958, mais il y a eu quand même tout un travail auparavant qui a donné naissance au GPRA, n'est-ce pas? Effectivement, donc, je rappelais que dès le déclenchement de la guerre de libération nationale, il y a donc un principe qui est inscrit dans même la proclamation du 1er novembre 1954, celui de la collégialité, c'est-à-dire la responsabilité collégiale. Il va se traduire 2 années plus tard, c'est-à-dire à partir du mois d'août 1956, après le congrès de la Soumam, par la mise en place des premières institutions donc, de la révolution algérienne, à l'image donc, du Parlement, c'est-à-dire le Conseil national de la révolution algérienne, qui avait véritablement donc, la responsabilité suprême de la révolution, le CNRA, et le CCE, c'est-à-dire le comité de coordination et d'exécution. Donc à partir de 1956, c'était le CCE qui chapeautait un petit peu la révolution. C'était l'organe exécutif, c'est un mini-gouvernement, si vous voulez, qui gérait la révolution.
Et à partir de 1957, il y a eu cette réflexion d'un certain nombre de responsables de la Révolution. Je pense notamment aux deux membres de la délégation extérieure, à savoir Hussein Ahmed et Ahmed Ben Bella. C'était vers le mois de mars 1957 que Hussein Ahmed avait émis une réflexion écrite pour justement constituer un gouvernement provisoire. Et quelques mois plus tard, Ahmed Ben Bella avait également interpellé ses camarades du CCE à l'époque sur cette question de la constitution du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc ce n'est qu'en 1958, c'est-à-dire on est en juin 1958, lors de la session du CNRA, justement, du Conseil national de la Révolution algérienne, tenue au Caire, que la décision d'aller vers la création, vers la constitution d'un gouvernement provisoire de la République algérienne a été prise. Et puis une délégation, une petite commission a été chargée de fixer les modalités de constituer ce gouvernement. Il s'agit donc que dans cette délégation, il y avait Abdelhafid Boussouf et Mebrouk Belhoussin. Donc, le 11 septembre, justement, 58, on est en juin, et puis en septembre, ils ont rendu public les conclusions de cette commission pour, justement, mettre en place ce gouvernement. Il faut rappeler juste qu'avant, le CCE a connu une certaine mutation parce que avant la mise en place du gouvernement provisoire de la République algérienne, on doit rappeler qu'il y avait la création de mini-départements. C'est-à-dire, chaque membre du CCE avait un département à sa charge. Il y avait notamment le département de liaison générale, le département de la guerre, le département des affaires extérieures, le département de l'information, etc. Donc, il y avait déjà un terrain propice pour mettre en place ce gouvernement. Le 19 septembre 1958, il y a eu l'annonce officielle de la création du gouvernement provisoire par Farhad Abbas. C'était au Caire à l'époque. Alors justement, oui. Quand il y a donc, la création du GPRA, lorsqu'on vient voir un petit peu la liste de ceux qui ont constitué, j'ai envie de dire, le gouvernement, donc le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, on voit qu'il y a certains de ces membres qui étaient déjà en prison. Donc, oui. Comment s'est fait la coordination? Donc la coordination a été faite quand même de façon très, très harmonieuse, j'ai envie de dire. Donc comment les choses se sont organisées? C'est-à-dire le contact entre les responsables du FLN arrêté, il faut le rappeler, donc c'était au mois d'octobre 1957, faire de l'avion détourné. Et le contact entre ces responsables, les 5 responsables qui se en prison, à savoir notamment Hussein Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohamed Khidr et Mohamed. Le contact n'a jamais été rompu parce que nous avons évoqué même ici le rôle des avocats. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'un courrier de Hussein Ahmed. Donc c'est des courriers qui existent. Donc il y avait un contact entre les responsables en prison et les responsables qui étaient à l'époque du. C'est pourquoi les 5 qui étaient en prison avaient de facto le poste soit de vice-président, c'est le cas de Ahmed Ben Bella, et les autres avait le poste de ministre d'État. Voilà. Donc, on doit rappeler également le contexte de cette création. On est en 1958. Ce qui s'est passé en 1958, c'est l'effondrement de la 4e République en France, mais aussi au mois de février, il y a donc l'attaque de Saqiyat Sidi Youssef, le Front de Libération Nationale qui était représenté en tant que parti, il ne faut pas oublier, voulait avoir ainsi, c'est-à-dire qu'il
négocie avec notamment les voisins, les Marocains et les Tunisiens, en tant que gouvernement, plus en tant que... c'était important. Et puis, donc de 1950, c'était l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir. Et il faut le rappeler, de Gaulle, quand il vient au mois de juin donc, à Alger, il n'avait pas encore pensé à l'autodétermination de l'Algérie. Donc, il avait même déclaré dans son discours qu'il n'y avait qu'un seul peuple ici, c'était des Français à part entière, etc. etc. Donc, et en réponse à ce discours de Charles de Gaulle, justement, le Front de Libération Nationale a décidé de mettre en place un gouvernement provisoire, mais aussi il avait décidé d'ouvrir un second front au mois d'août 1958 sur le territoire français à travers des actions spectaculaires. Alors le GPRA, quelles ont été ses principales missions en plus donc, de la négociation? Négociation, il ne faut pas oublier que le GPRA, contrairement au CCE par exemple, le CCE avait des responsabilités plus ou moins limitées parce qu'il prenait les décisions entre deux sessions du CNRA. Donc, et il n'avait pas, par exemple, le droit, par exemple, de négocier. Le CCE, le GPRA avait ce mandat donc, de négocier et d'engager un certain nombre d'actions au nom donc, de la révolution algérienne. Ce qu'il y a lieu de dire également, le GPRA a joué un grand rôle sur le plan diplomatique. Il faut dire d'abord qu'il a été reconnu juste après l'annonce par une vingtaine de pays, tout d'abord donc les pays frères, les pays arabes qui l'ont reconnu de fait, et puis il y avait la Chine, il y avait la Yougoslavie, il y avait également un certain nombre de pays qui l'ont reconnu de facto, c'est le cas de l'URSS, mais la France n'a jamais reconnu, jusqu'à l'indépendance, la France n'a jamais reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne. Je disais, sur le plan diplomatique, le GPRA a joué un rôle important. On se rappelle des visites de Farhat Abbas en Chine, à New Delhi, mais aussi en Indonésie, en Yougoslavie. C'était des destinations importantes à l'époque pour sensibiliser l'opinion internationale quant à l'autodétermination de l'Algérie. Et puis les négociations aussi sont arrivées jusqu'à cessez-le-feu, donc le 19 mars. Alors, donc, on doit rappeler qu'il y a eu il y a eu des remaniements. Donc, il y avait le gouvernement de Farhat Abbas de 19 septembre 1958, puis il y avait le deuxième gouvernement de Farhat Abbas du mois de juin 1960, et puis il y avait donc le gouvernement de Youssef Ben Khedda qui a mené les négociations donc à partir du mois d'août 1961 et jusqu'à donc au mois d'août 1962. Voilà, donc proclamation après de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62. Donc après, quel est donc le GPRA? Donc le GPRA a cessé d'exister juste après les négociations. Voilà. Juste après, à la fin des négociations, on parle du GPRA. D'ailleurs, il y a eu donc le fameux CNRA de Tripoli qui a mis fin, si vous voulez, donc à l'existence du GPRA avec le conflit donc de l'été 1960. Ah bah, voilà. Et sinon, donc ça c'est pour le GPRA, donc le gouvernement provisoire de la République algérienne, on rappelle, qui a été donc constitué le 19 septembre 1958 et
Aujourd'hui, justement, à travers votre émission, on veut aussi rendre hommage à l'un des chercheurs en histoire que vous connaissez très bien d'ailleurs, que nous avions l'habitude de le recevoir souvent sur les plateaux télé, sur les plateaux de Bonjour d'Algérie. Il s'agit donc d'Abdelmajid Merdassi qui nous a quittés d'ailleurs il y a une année suite au virus Covid. Vous l'avez côtoyé, vous l'avez connu de très près. Oui, Abdelmajid Merdassi, d'ailleurs, pour rappel, il a écrit un livre de vulgarisation sur la constitution du GPRA. Le GPRA, un mandat historique, donc il a rappelé les grandes dates de la constitution, c'est-à-dire comment l'idée de la Constitution avait germé au sein, au sein du CNRA jusqu'à la fin, donc à la crise de 1962. Abdelmajid Merdassi, il avait une approche toute particulière, parce qu'on doit le rappeler qu'il était historien et sociologue. Donc, son approche historique est toujours... il prenait comme point de départ la société. À chaque il aimait connaître les personnes. C'est pourquoi, par exemple, son deuxième livre qu'il a consacré donc, au déclenchement du 1er 1954, la nuit des insurgés, il a essayé également d'expliquer ceux qui ont pris la décision, donc un groupe de militaires à tous les appareils politiques qui décident d'aller vers une action directe pour déclencher la libération nationale. Et puis, donc là, c'est une réflexion. Le GPRA, c'est un livre de vulgarisation. Il a écrit également un autre livre de vulgarisation de l'histoire et de la mémoire algérienne, les 50 clés pour le cinquantenaire. C'était à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance. Et puis, sa vie la mettant, elle a consacré plusieurs jours au cœur de l'histoire. Vous avez des donc Moujahida de la ville de Constantine, Tata, une femme de la ville, pour vous dire un petit peu l'intérêt qu'il avait pour tous les gens qui ont contribué à la guerre d'indépendance. On doit rappeler également, notre livre, Abdelmajid Merdassi s'est interrogé dans des contributions, des centaines de contributions sur l'histoire du mouvement national, mais aussi sur l'histoire de la guerre de libération nationale. Il a écrit un dictionnaire des musiques citadines de Constantine. Donc, pour vous dire qu'il s'est intéressé à l'histoire de la société, la société au mouvement. Effectivement, et justement, là on vous invite à voir un extrait de Abdelmajid Merdassi qui nous a quittés en septembre dernier, septembre 2020. Juste 2 mois auparavant, 1 mois juste auparavant, il a fait un passage. C'était pour l'émission Brise d'été et c'était justement à l'occasion du 20 août. Donc, on parlait encore une fois du 20 août. Je vous laisse voir cet extrait, on se retrouve juste après. Dans l'ordre de la chronologie, le congrès de la SUMAM d'août 1956, il y a l'offensive stratégique d'août 1955, effectivement, dont nous célébrons le 75e anniversaire. L'an prochain, Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir avec tout ce qu'il faut comme des détails et éclairages sur le 75e anniversaire du congrès de la SUMAM, qui est un moment effectivement très important de notre histoire. Un tournant décisif carrément dans l'histoire. L'une des clés de l'organisation du congrès de la SUMAM, c'est du 20 août 1955. Juste pour le détail, celui qui le premier a eu l'idée de l'organisation des de zones de FLN-ALN, c'est à Abban pour dire qu'il est nécessaire de se rencontrer. Et Zéro Youssef avait même proposé de tenir cette rencontre sur la presqu'île de Kolo en disant j'ai les moyens d'assurer la sécurité de passé, effectivement, le congrès s'est tenu à Ivry dans les conditions que c'est. Mais moi, je pense qu'il est d'abord important de revenir sur l'offensive 25 ans. De toute façon, on va y en revenir, allez-y. Non, allez-y. Allez-y. Du point de vue de la chronologie, oui.
elle change complètement la situation sur le terrain. Tous les spécialistes de l'histoire de la guerre, et là encore, je permets une rectification qui est d'ordre lexical, qui est d'ordre historique. Bon, la notion de révolution n'apparaît pas dans la proclamation du 1er novembre, qui est la référence de la lutte de libération. La notion de révolution apparaît effectivement dans le cadre des travaux parce que bon, la direction du FLN-ALN, c'est le Conseil national de la révolution à partir de... Mais dans la logique du lancement de l'insurrection, il y a 3 objectifs constitués par la proclamation du 1er novembre. La souveraineté nationale, l'indépendance nationale, les libertés, sans tenir compte des appartenances confessionnelles ou ethniques. C'est un élément absolument important. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. L'objectif des libertés consigné par la proclamation du 1er novembre n'est toujours pas effectivement concrétisé dans toutes les formes et avec toutes l'amplitude qu'il appelle. Donc, qu'est-ce que l'offensive du 28-55? Juste dire quelle est la situation en 1955. Les fondateurs du Front de Libération Nationale, donc le fameux groupe des 6, lancent l'insurrection le 1er novembre que lancé. Bon. Et surtout, il faut insister sur cet aspect, avec un armement dérisoire. Et là encore, préciser à l'intention de ce qui nous dit que dans la nuit du 1er novembre, montent les premières actions militaires contre le colonial, en Grande Kabylie, les Aurès, bon, ce sont des militants en armes, ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des éléments d'une armée. La notion d'armée, au sens national du terme, elle sera consacrée par le congrès de la Soumam qui aura établi l'armée nationale. L'ALN, ses grades avec ses... Voilà, c'était donc un extrait de Ahmed Salah Moussaleh qui nous a quittés donc mois de septembre dernier, 2020. C'était un extrait, c'était son message justement à la télévision algérienne, c'était pour les... Et voilà, merci beaucoup d'être revenu sur le GPRA, de rendre hommage à Hamid Abdelmajid. Merci beaucoup encore une fois. Et on continue, cette fois-ci nous allons aller du côté de Tizi Ouzou, là où justement, où Tizi Ouzou a connu ces derniers temps la culture du safran, donc le safran qui est connu, le safran algérien, donc qui a fait quand même ses preuves dans le monde. Là, c'est donc un reportage sur du safran à Tizi Ouzou. Là, on se retrouve juste après. Le safran algérien commence à s'imposer à l'international grâce à l'expérience entreprise qui est la présidente de l'Association nationale des producteurs de safran. Le safran Tariqi a été primé 4 fois. Il fait partie des meilleurs safrans au monde. Nous faisons partie d'un projet de recherche scientifique en collaboration avec l'Union européenne. Ce projet-là réunit 6 pays en tout et donc il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et notamment l'Algérie. Et le coordinateur, c'est l'Espagne. C'est cette distinction que PRIMA, un programme international de la recherche scientifique, a inclus l'Algérie dans son projet qui durera 3 ans pour le suivi des safranières biologiques, l'amélioration de la qualité et de la quantité en se basant sur les nouvelles technologies. L'Algérie, de son côté, collabore avec plusieurs centres de recherche comme le CRSTRA de Biskra et l'Université dans le cadre d'un projet PRIMA sur le safran qui est financé par la DGRSDT, donc la recherche technique et du développement technologique. C'est beaucoup plus pour le développement de la culture du safran à l'échelle nationale, donc sur l'Est, le centre, l'Ouest et surtout le Sud. Et on est là pour installer des enregistreurs de température et d'humidité. Et dans les régions où il y a l'irrigation de la culture, on installe donc un système qui a été breveté, donc un système innovant. Il traite l'aspect de l'irrigation intelligente. La safranière pilote choisie par le programme PRIMA se trouve à Dar al-Mizan dans la wilaya de Tizi Ouzou et elle appartient à Amir Beladel. Cette safranière a connu l'installation d'un système intelligent d'irrigation 100% algérien.
Ça, c'est un système d'irrigation intelligent à base de capteurs installés dans le sol. Le déclenchement ou l'arrêt, c'est autonome. C'est dans notre station de l'Otaya. Bon, presque économie à 25% avec un rendement maximal. Il faut savoir que plus la méthode de culture du safran est artisanale, plus le safran sera de qualité et le prix plus important. Le safran algérien est 100% bio, peut coûter jusqu'à 4000 dinars. 1 kilo de safran de première catégorie jusqu'à 40 €. En Algérie aujourd'hui, on produit moins de 10 kilos. Les agriculteurs algériens s'intéressent à cette filière qui promet d'avoir encore de beaux jours devant lui. Sur le plateau, on était donc à Tizi Ouzou et on s'est intéressé à du safran. Donc le safran algérien commence réellement à s'imposer sur le marché international. Et on va rester un petit peu dans tout ce qui est environnement, dans tout ce qui est développement durable, puisque nous recevons une association qui nous vient tout droit de Skikda, qui est représentée par son vice-président Adam Tebouche. Bonjour Adam. Bonjour à vous. Comment ça va? Très bien, bienvenue. Très bien. Je suis très heureux de revenir ici encore une fois. Merci à vous. Bienvenue à vous. On est très heureux encore une fois de vous recevoir. Merci. Alors Adam, on va revenir un petit peu sur l'association. Donc l'association Le Barik, qu'est-ce que l'association? Quels sont ses principaux? Bon, c'est une association qui travaille sur l'environnement. Elle a été créée en 2006. Depuis 2006 qu'on est sur le terrain, on travaille sur la promotion des énergies renouvelables, le développement durable, la promotion de la citoyenneté. Et aussi, on a tout un panel de formation et de développement des compétences aux jeunes, en particulier, et les jeunes de la ville de Skikda en général. On a plusieurs axes de travail. On compte une soixantaine de bénévoles très actifs qui viennent de milieux différents. On compte beaucoup sur leur créativité d'idées. Barik 21, c'est l'action sur terrain. On est sur le terrain, de sortir sur le terrain, essayer de ramener cette créativité-là et l'appliquer dans des actions en faveur de l'intérêt général dans la wilaya de Skikda. Alors justement, parlons de la wilaya de Skikda. La wilaya de Skikda, comme beaucoup d'autres wilayas d'ailleurs, ont vécu quand même un été assez dur, assez difficile, avec les feux de forêt donc, qui ont ravagé plusieurs centaines d'hectares de nos forêts. Donc Skikda n'était pas en reste. Certainement, vous avez eu beaucoup d'activités et beaucoup d'actions pour la lutte contre les feux de forêt, n'est-ce pas? Exactement. Malheureusement, tout le pays a... Bon, plusieurs villes en Algérie ont été touchées, y compris Skikda. C'était à Toba, Mezrich et à Al-Hader. Ce sont des communes qui sont pas loin de la commune chef-lieu de la wilaya de Skikda. Dès que ça a commencé, on était sur place sur le terrain et l'idée elle est venue justement de ces jeunes-là, en milieu déjà d'accompagner les personnes qui étaient dans le combat, dans le premier front combat, l'armée populaire, la protection civile, les agents des forêts, la population locale, en ramenant de l'eau fraîche, du sirop salé pour les yeux, un fruit, c'est indigeste, mais après... Qui compte beaucoup d'ailleurs. Exactement, combattre le feu pendant des heures, ça demande de l'énergie physique mais aussi psychologique. Il suffit juste d'applaudir des gens qui sortaient de la forêt pour que ça réconforte les personnes. C'était en premier lieu. Mais après, comme vous avez dit, il y a des centaines d'hectares de forêts brûlées, de terres et des personnes aussi qui étaient touchées. Bon, alhamdoulilah, il n'y avait pas beaucoup de victimes. Il y avait une seule personne, son âme. C'était pas comme à Tizi Ouzou, mais comme là, il y a des gens qui étaient mobilisés sur le terrain et il y a des personnes qui ont été juste après le feu. C'était des campagnes de solidarité. On a pensé à toutes les familles qui étaient dans ces régions-là. Quand même, ils étaient un petit peu reculés, qui étaient touchés. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce sont des personnes qui étaient dans une certaine précarité et qui avaient vraiment besoin et qui ont perdu la seule chose avec lesquelles ils vivaient. Et c'était des campagnes de solidarité énormes qu'on a menées. C'était le deuxième plan. Et il y avait des caravanes qui venaient de toutes les wilayas, il y avait des gens qui... Enfin, un magnifique élan de solidarité, on l'a vu de la part des quatre coins du pays, on a vu quand même des camions et des camions d'aide qui venaient apporter justement le soutien à toutes ces zones qui ont été touchées. Moi, je vous donne des exemples de terrain, il y avait des gens qui ont placé leurs jours de congé pour conduire des... pour venir. Ils étaient prêts à venir de Ain Timouchine et repartir, revenir. Encore une fois, cet esprit-là, on le constate, on comprend mieux cet amour de la nation, cet amour charismatique
associatif solidaire qui s'est affilié avec ces actions-là. Alors, aujourd'hui, donc, les feux de forêt se sont quand même, on a une accalmie en ce moment. Donc là, l'automne arrive. Donc aujourd'hui, on va penser quand même à préparer encore une fois la terre, à permettre la régénération, on va dire, de ce couvert végétal. Et certainement, vous allez avoir des actions dans ce sens. Bah oui, on a été invité, le ministère de l'Agriculture, il n'y a pas longtemps, pour parler campagne de reboisement. Malheureusement, ça ne va pas toucher directement les terrains qui sont touchés parce qu'il faut vraiment des techniciens, il faut un petit peu donner le temps à la terre pour la récupérer. Mais il y a toujours des endroits où on peut planter un arbre. Et l'idée de notre association, c'est essayer de faire participer la population locale au reboisement pour leur donner aussi quelque part un gardien de cet arbre-là ou aussi faire participer l'enfant des écoles pour déjà instaurer cet esprit de durabilité sur le reboisement et la culture aussi de reboisement. D'enfants, donc ce sera la rentrée scolaire, donc le 21 septembre, et vous avez une action justement pour permettre à ces enfants d'avoir quand même une rentrée scolaire assez heureuse. Très prochainement, Inch'Allah, je pense qu'on va un petit peu rater la rentrée scolaire, mais moi je me rappelle quand j'étais enfant, on n'a pas directement le cartable dès le début, ça va prendre 3 jours ou après. Le temps d'avoir les listes, les profs, etc. Voilà, on a lancé une action qui s'appelle le cartable solidaire. Et l'idée de cela, c'est d'offrir des cartables, des fournitures scolaires et aussi des tabliers pour offrir une entrée digne pour tous les enfants égaux. Et Inch'Allah, ça va se réaliser dans la première semaine après la rentrée. Justement, nous sommes en train de découvrir votre affiche, l'affiche de cette action. Voilà, comme j'ai dit, on a mis un petit objectif en cartable. Inch'Allah, ça va être plus. Il y a des équipes en ce moment même qui sont en train de travailler sur le projet, d'orienter les donateurs et essayer de faciliter l'action de solidarité et en touchant le plus d'enfants, mais dans des coins qui sont les plus reculés possibles dans la wilaya de Skikda. Je ne sais pas si vous savez, c'est une très grande ville avec des communes il y a des communes qui sont loin de la chef-lieu de 80 km. Du coup, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de logistique et de coordination. Que c'est ça le plus important. Et la finalité dans cette action-là, c'est que l'enfant dort, se réveille en pensant que c'est son papa ou sa maman qui a ramené le cartable. Et justement, donc comment vous faites pour toucher un petit peu ces enfants, pour faire un listing, pour pouvoir savoir qui réellement est dans le besoin et donc pouvoir apporter votre soutien? Comme je l'ai dit, c'est qu'on est sur le terrain depuis 2006. Et quelque part, on a développé un listing, de faire, une manière d'approcher. Vous savez très très bien que l'acteur associatif, c'est un acteur qui a beaucoup de facilité d'aller vers la population, de faire le travail de proximité. Et cela est né chez nous, on peut le faire, on peut localiser les personnes qui sont dignes. Il y a un autre truc que je voulais vous parler par rapport à cela, par rapport à l'enfance. On va mener un projet. Vous savez, le Covid, alhamdoulilah, il est en courbe descendante. Inch'Allah, on va on est accompagné par le ministère de Santé, le programme PNUD des Nations Unies en Algérie, aussi l'Union Européenne en Algérie, où on va essayer de faire du théâtre pour l'enfant et essayer de instaurer l'esprit Covid. Vous savez, l'enfant, alhamdoulilah, il a été épargné de la contamination, mais avec le variant Delta, il revient, il est sujet de contamination. On essaye de monter pièce théâtrale qui va expliquer tout cela avec un esprit d'enfant. Vulgariser plus, sensibiliser plus les enfants. Sensibiliser plus, aller vers l'enfant et aussi on s'inscrit dans cette pièce théâtrale sur une durabilité. Maintenant on est invité à vivre avec ce Covid-là, on est invité à vivre avec les risques sanitaires, les gestes barrières, le lavage des mains, le port de bavette. On doit vraiment les récupérer et les garder le maximum possible. Pourquoi pas pour les futures générations qui ont une certaine difficulté à comprendre ce que... Même nous, on comprend pas, c'était très rapide, c'était deux ans d'accompagnement. Ils ont bien joué le jeu, hein. On l'a vu l'année dernière, donc à l'école, à la sortie de l'école, ils ont quand même cette conscience de l'importance finalement de se prendre en charge et de respecter les gestes. Ça a été fait, l'État a pris en charge cela, ils ont compris, l'institution d'éducation, les ministères ils ont compris cela, mais on compte toujours sur une certaine manière plus facile d'accéder aux enfants
pourquoi pas le théâtre? Un théâtre rigolo, en même temps instructif et technique. Voilà, instructif. Et on vous souhaite très belle continuation, beaucoup de belle réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Adam, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Donc je rappelle, Adam Tabbouch, vous êtes le vice-président de l'association Barek 21. C'est ça, Barek 21, et vous êtes venu de Skikda. Merci encore une fois. Et on continue, nous allons vous proposer ce spot Covid et nous allons revenir juste après. بعد تلقي اللقاح من الضروري الحفاظ على الإجراءات الوقائية، التباعد الجسدي وارتداء القناع. تدعو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المواطنين الراغبين في التلقيح للتوجه نحو الهياكل الصحية أو الأماكن المخصصة لذلك، مصحوبين بوثيقة الهوية لتلقي اللقاح. بالتلقيح ضد كوفيد-19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains. C'est les mains. Place au tourisme, cette fois-ci ce sera en compagnie de notre ami qui rejoint donc l'équipe de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver, cher ami. C'est gentil, plaisir partagé. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Certainement. Et puis, alors on rappelle Nabila que tu as rejoint à partir d'aujourd'hui, on te retrouve chaque semaine. Donc ce sera un rendez-vous donné pour nous faire visiter des coins du pays, mais toujours en cours. Toujours. Escapade, toujours en marche. Je suis journaliste, mais je viendrai ici chaque semaine pour donner un aperçu sur le tourisme, des petites anecdotes, oui. en mettant en avant la jeunesse, enfin des parties comme ça méconnues encore de notre pays. Et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui parce que tu n'es pas seule aujourd'hui. Exactement. Alors les deux invités, j'ai Metidji Mohamed et le Hafiz Mohamed Lamine également. Bonjour, marhaba bikoum. Bonjour. Alors, tous deux, ils font partie de l'association Khoyoul Tipaza. Alors, à la base, ce n'était pas une association, c'était juste une idée, Bdat Hagdaya, qui a commencé. Ils ont des chevaux, donc l'association Khoyoul, les chevaux. Du coup, alors, une association des chevaux dignes de films western est en train de voir quelques images là qui défilaient. Oui. Non, mais ces images et un contexte incroyable. D'ailleurs, voilà, c'est des passionnés d'équitation déjà. Bon, je ne vais pas parler pour eux, je vais les laisser s'exprimer. Alors, Mohamed Lamine, donc, alors le cas de Mohamed Lamine. Le cas oui.
Metidji. Donc Metidji, alors à la base, ils sont deux frères, fondateurs de l'association. Et Mohamed Lamine El-Hafiz, El-Fasih, qui est membre de l'association. Donc, Mohamed Lamine, donc à la base, Metidji, ما كانتش ديجا اسوسياسيون بدات هكذا فكره كانت فكره بون قبل كل شيء بونجور لالجيري بونجور كل الطاقم الفني والتلفزيون الجزائري سي جونتي اوكي نتشرف بهذه الدعوه وشرف لي اني كنت معك نحضر معك الله يسلمك وبيك يعيشك اولا السلام عليكم الفكره نبداو كيفاش كانت هذه الفكره تأسيس هي قبل ما تكون جمعية قبل ما كانت جمعية احنا كيفاش كنا نديروا دي بالات خفاف كنا نخدموا في البورتاتي بازا دي بالات خفاف هكذا تورنات صغار هكذا وكانت كاينه الفكره باش نأسسوا تاع جمعيه ونأسسوا باش نولوا نخدموا دي سورتي اكثر واكثر باش المنطقه تاعنا ومن بينها تشجيع للسياحه الداخليه. يعني كيفاش جات هذه الفكره هي كانت فكره قديمه على كل حال ما كانش تاعها باش نطبقوها. يعني كيفاش جات مع الكورونا كي جات الكوفيد هذا اغتنمنا الفرصه كل واحد ما كاش واش يدير جات الفكره اني نأسس جمعيه تاع واللي سميتها خيول تيبازا ولا بديت فتحت صفحه سميتها خيول تيبازا وكانت لقيت كيف فتحت ديك نشطوا في هذا المجال الحمد لله لقيت تحفيز من المحبين المتابعين نشكرهم يعني جات كونا هذه الفكرة. C'est très bien. D'ailleurs, il faut dire que pour les associations, il y a eu beaucoup de facilitation pour la création des associations, particulièrement durant cette période du Covid. Donc ça ne pouvait que bien tomber. Exactement. Justement, nous, j'ai eu le plaisir de faire leur connaissance lors de l'émission Escapade. Donc lorsqu'on est parti, il n'y avait que 4 chevaux, tlata ou la arba'a. Voilà, donc c'est une balade pour les enfants, pour la famille, on passe la journée et ça, vous ne proposez pas que ça, que l'équitation, que la balade. Donc كبرتوا تانيك اللي تدوش ديروا تانيك الكاياك. يعني بدينا في اول حاجه كي بدينا على لاباز تاع نديروا لي بالاد تاع بلي شوفو بعد بدينا كرينا ديزاكتيفيتي واحد اخرين منهم زدنا دخلنا معهم الكاياك لي كوات لا بلونجي سما بدينا نعرفوا بالمجال بالمنطقه سورت اكثر في المنطقه كنا باش نعرفوا السياحه المنطقه تاعنا والولايه وبالاخص اللي كانت تاع خويا parler Mohamed Lamine Fasih. Donc vous êtes fondateur de l'association في الجمعيه معاهم عضو من جمعيه très bien وانت واش دير لي فيديو beaucoup plus انت هو هاد les images اللي كانوا يجوزوا سي نتايا oui la vidéo le montage et tout qui va j'ai un ami qui est photographe professionnel. Moi, il fait on fait des sorties, des balades. Maintenant, il prend très bien. Il prend voilà, cet instant. Super, super. Mais je voulais juste aussi mettre en avant, à la base, aujourd'hui, on voulait parler de la jeunesse, mettre en avant cette jeunesse qui fait la promotion et le développement du tourisme en Algérie. Donc on a plusieurs associations ou plusieurs start-up à travers le pays. Je pense à Discover Boussaada qui fait la promotion de sa ville, Azdin Greda Discover Gherdaya, d'ailleurs qui fête les 3 ans de la start-up et du coup qui est devenue une de voyage et aussi une bougie qui est connue ici surtout à la capitale, qui ont commencé tout petit et maintenant ils ont une agence de voyage et ils recrutent et ça a pris une ampleur incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que aussi j'ai pensé au frère Metidji, à l'association Khoyoul Tipaza aussi, qu'ils ont commencé tout petit parce qu'ils sont des passionnés, ils ont des chevaux et voilà, maintenant c'est devenu une association et ça s'agrandit. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Alors, mais sinon, pour l'association, donc on peut adhérer facilement à l'association, les contacter. Oui. Pour le contact, il y a une page Facebook, Tipaza Horses. Oui. Je ne sais pas si on peut la voir à travers
les images, de la régie, la Khoyoul Tipaza, c'est, on trouve ça fait, voilà, Horses aussi. Tipaza Horses. Tipaza Horses. Là, on trouvera toutes les informations, le numéro de téléphone et de là, on les appelle, on réserve, on peut aussi réserver aussi pour fêter un anniversaire. Voilà. Hein? Joindra-t-il à l'agréable? À bon entendeur. Pas vrai. Donc voilà. Alors je rappelle vos noms. Metidji Mohamed Lamine et le Fasih Mohamed Lamine. Merci d'avoir été parmi nous. L'association Khoyoul Tipaza. Si vous êtes dans la région, moi je vous conseille vraiment d'y faire. Déjà envie, oui, hein, ça donne déjà envie. Alors avant de les libérer, Nabila, si tu permets, il y a le kayak, on en a pas tellement parlé avec eux, donc on peut revenir un petit peu sur cette activité. Et puis, est-ce que c'est une activité qu'on peut faire tout au long de l'année ou juste pendant l'été? Oui, donc كيفاش نتوما بديتوا بليكيتاسيون الخيول ومن بعد كيفاش احتاجت فكرة الكاياك؟ شوفي فكرة الكاياك يعني Tipaza s'y apprête, hein, il faut dire. Tipaza, on a la montagne, on a la forêt, on a la mer, vraiment, on est gâté par la nature. Hein. يعني شوف في الأول كانت هي غير فكرة تاع أن نديرو تاع الخيول تيبازا باسكو علاش اخترنا كنا مبازيو لا اللي كانت على الخيول باسكو حنا هذه كانت موروثة من الأجداد. كانت موروثة من الأجداد. L'activité le cheval, est-ce que لازم des conditions particulières ou là يدير الشوفال؟ يعني شوفي هي تقدري تقولي 90% اللي يجوا يشاركونا في ركوب الخيل هذه ما يعرفوش. 90% ما يعرفش. يعني أول خطرات تاعو يشارك. J'ai fait partie du pourcentage. Ah d'accord. C'était la première fois C'était comment? C'était formidable. On m'a pas cru, c'est pas possible. Vous avez déjà fait l'équitation, mais non, parce qu'ils sont là, ils sont très attentionnés. On te connaît, tu es aventurière. Ah, oui, je suis, c'est vrai que je pense. Aventurière. Mais ils ont été bien gentils, ils m'ont donné un cheval qui était bien docile, bien gentil. Mais c'est vrai que même vous recevez même les enfants, c'est rare. Les enfants. À partir de quel âge? 15 ans. Voilà. هما توجور ما يبداو في لا سورتي تاعهم توجور معاهم بريفينغ صغير نحكي لهم على ليكيتاسيون شنو الفوائد كيف راح تركب كيفاش راح تعامل واش الخيل الخيل واش راح يدير راح حاجه اللي يعطيها له باسكو هي اول حاجه يقول لك الانسان اول حاجه كي يركب راح الطاقه السلبيه اللي تكون فيك تسقط هذه اول حاجه تطلع فوالا من بينهم يعالجوا بهم علاج النفسي سي فري بور لي زونفون اوسي التوحد اللي عندهم التوحد باسكو الخيل رياضه الوحيده اللي تمس كامل خلايا تاع الانسان الكور تاع الانسان كامل راح يتجاوب مع الخيل يعطيك يقوي كما نقولوا الشخصيه تاعك الثقه في النفس فيك هذو الامور نشوفهم في الخيل صافي حنا كان الجانب كانت الأولى كان من الأجداد ما بغينا نحيو التراث وتشجيع للسياحة الداخلية الداخلية ويعني كما نقول لك كي كان كيفاش ديجا كاين البر وكاين البحر فوالا نهضروا على الكاياك فوالا ومن بعد بدينا بعد احنا بالتشجيع والتحفيزات اللي كانوا اللي كانوا يشاركونا قال لك علاش ما نزيدوش ديروا لنا لي زاكتيفيتي واحد اخرين زدنا كرينا معاهم لي كاياك زدنا درنا لهم لي كوات حتى ولينا نخرجوا حتى لي فواياج نديروا لي فواياج اور ولايه ماشي on a germé tout un projet. كانت بعد ما كانت عندنا باج تاع خويول تيبازا ولات عندنا باج واحده اخرى توب سفاري دي زاد تاع لي فواياج. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite ان شاء الله وشاك ما حيديروا كامل. نعرفوا يعني بالسياحه بالمنطقه يعني خصوصا وعلى العموم بالسياحه الوطنيه ككل كما يقول السياحه الداخليه الوطنيه. Alors Nabila, on rappelle que ton émission donc Escapade va reprendre pour cette saison. On a vu justement quelques extraits de ton émission et c'était à Biskra que tu avais tourné cette émission. Donc tu nous parleras un petit peu de ton émission. Le rendez-vous est pris pour
Normalement, si tout va bien, c'est lundi toujours. Lundi, 19h30, 19h, exactement. On aura toujours une première partie et une deuxième partie, c'est de 26 minutes. Et donc, voilà, cette fois-ci, on va ajouter... on a pensé à rajouter des choses nouvelles. Hein. On va se rapprocher des influenceurs qui, eux, font beaucoup aussi pour le tourisme. Ils vont dans des endroits incroyables, secrets, qu'ils gardent pour eux. Donc, on va essayer de les suivre. Ils vont m'accompagner. Et aussi, rajouter encore un côté culinaire. C'est vrai qu'à Escapade, on nous voit toujours manger, faire une halte, une pause. On donne envie aux téléspectateurs de découvrir. Mais là, on va essayer de rentrer dans la cuisine, de découvrir les mets, les épices, les ingrédients. Voilà, exactement. C'est pour un peu épicer un peu plus Escapade. Voilà, rendez-vous pris, ce sera pour lundi, donc chaque lundi à partir de 19h30. Voilà. Mais Bonjour d'Algérie, tu fais quand même partie de l'équipe pour cette saison. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Donc ta rubrique Enchantement, on la retrouvera tous les dimanches désormais. Très bien. Et quand je ne serai pas là, quand je serai en déplacement, j'allais dire en déménagement. En déménagement spirituel. Exactement, en déplacement. On essayera, on avait vu avec la rédaction de Bonjour d'Algérie, pourquoi pas vous faire des petits... Partager un petit moment avec toi sur terrain. Exactement, voilà, en direct. Nabila, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc merci à tes invités. On rappelle Métier Mohamed Amin, qui est membre aussi de l'association Khoyoul Tipaza, et El Fassih Mohamed Amin aussi, membre de l'association Khoyoul. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Nabila, donc on te dit dimanche pour Bonjour d'Algérie et lundi 19h30 pour Escapade. Merci beaucoup Nabila. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons recevoir dans un petit moment Mariam Oussaïd pour sa rubrique Coin Vert, elle qui va s'intéresser donc au sol, comment régénérer les sols, comment traiter les sols, particulièrement après ces feux de forêt, après ces incendies qui ont touché plusieurs centaines d'hectares de nos forêts dans plusieurs wilayas donc du nord du pays. Mais avant cela, Mariam Oussaïd, toujours en sa compagnie, nous allons suivre un petit peu Tchouchou Maleh. L'extension des villes à travers le monde a fait que de nombreuses espèces animales sont contraintes à cohabiter avec les citadins. Tchouchou Maleh, c'est le nom commun que donnent les Algérois à ces oiseaux marins qui nichent sur nos toits et chapardent du poisson dans les ports. Mais la question qui se pose, c'est est-ce des mouettes ou des goélands? Nous sommes allés à la rencontre de Madame Benjedda Nadjiba, qui est chef du bureau des zones humides, pour nous donner plus de détails sur ces espèces. Parmi les espèces que nous observons pendant le comptage hivernal ou le comptage des nicheurs, c'est les laridés, qui sont des espèces inféodées à l'habitat, à l'écosystème marin. Cette famille est représentée par 10 espèces. En Algérie, on observe 6 parmi ces 10. Et leur nombre est très important. Et le comptage hivernal n'indique qu'une partie ou non pas la réalité vraiment du nombre de ces espèces. Parmi ces espèces, nous avons le goéland le coffé, le goéland brun, le goéland argenté, le goéland rayeur. Nous avons la mouette mélanocéphale, la mouette rieuse. Nous avons aussi des sternes, le sterne nain, le sterne kojak et d'autres limicoles qui peuvent côtoyer le milieu marin, tels que le huître-épi, le ravelot et d'autres espèces. Moins craintifs, les goélands argentés se hasardent pour trouver leur nourriture. Omnivores, ils trouvent de quoi nourrir leurs nichés jusque dans les décharges. On observe des nids au niveau des toits, des immeubles, aussi à l'intérieur, dans d'autres, près des barrages, près des décharges, près d'endroits comme ça. Et c'est une espèce qui devient un peu agressive aussi parce que elle veut défendre, parce que les espèces, il y a une compétition des espèces pour leurs habitats. Et le goéland, on ne peut pas dire que c'est une
invasif parce qu'elle est présente chez nous. Ce n'est pas une nouvelle espèce. Il ne peut pas dire que c'est une espèce nuisible parce que comme ça, on va l'abattre et c'est une espèce un peu protégée. Il a un statut de protection partielle. Gracieux et téméraires, on les observe sur les côtes d'Alger en se demandant des fois qui de nous est l'intrus. Et de retour sur le plateau. Donc c'était un reportage de Mariam Oussaïd, elle qui s'est intéressée, qui a suivi le goéland qui est connu dans la culture populaire par Chouchou Malah. Et voilà. Donc Mariam parmi nous ce matin. Bonjour Mariam. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors c'était la visite en compagnie de Chouchou Malah? Ah oui, c'était très agréable. Il est très sociable hein, de toute façon. Il est devenu très sociable avec le temps. Il est devenu très sociable avec le temps. Il faut bien qu'il fasse une petite place et qu'il se voilà, fasse parce que quand même tu l'as suivi, donc on a vu quand même de belles images et ça a été facile de le suivre. Bah oui, oui, mais tant qu'ils sont moins craintifs maintenant, oui, ça a été assez facile. On les retrouve un peu partout. Et donc voilà. Ils se sont bien établis, ils se sont bien adaptés. Je ne sais pas qui s'est adapté, nous ou eux. Donc, on va dire l'un à l'autre, on va dire. Voilà, ouais. L'un on va dire justement, on a un spécialiste parmi nous ce matin et il pourra peut-être répondre à ça. Alors, justement, tu sais, Chouchou Malah, quand on était petit, je ne sais pas si c'est le cas pour nos téléspectateurs, mais on se disait, lorsqu'il passe au-dessus de notre tête, ça nous apporte chance. Ouais, ça, je ne connaissais pas. Ça, on disait. Donc, en bord de mer, généralement, on le cherchait, on essayait, on faisait tout pour qu'il passe par-dessus, justement, pour avoir une belle journée. Voilà, mais sinon, porter chance. Inch'Allah. Alors, Mariam, aujourd'hui, tu vas t'intéresser quand même à un sujet très intéressant, très important et d'urgence surtout, puisque l'été, on le dit à chaque fois, ça n'a pas été un été très facile pour plusieurs wilayas, donc du nord du pays. Plusieurs incendies ont ravagé plusieurs centaines d'hectares du couvert végétal. Et aujourd'hui, on parle donc de protection des sols, de régénération des sols, et tu vas en parler en compagnie d'un spécialiste ce matin. Oui, exactement. Donc, Monsieur Goussous, donc merci d'avoir accepté déjà notre invitation, de venir nous parler de cet été, comme elle a dit, un été inoubliable, mais vraiment pas dans le bon côté, parce que quand même on a tous subi ces incendies, donc ceux qui étaient sur place, qui l'ont vécu, et ceux qui étaient, on va dire, la plupart ou sur les écrans de télé, ou alors par le biais des médias sociaux. Donc on l'a vécu, donc les gens ont filmé, on a vu tout ça, et on sait très bien qu'il y a des conséquences à ces incendies. Donc parlez-nous un petit peu déjà de la régénérescence des sols. Ça prend combien de temps ça prend et est-ce que c'est irréversible? Oui, bonjour. Donc c'est absolument ces forêts, on peut les considérer comme des écosystèmes. D'abord, donc ils sont organisés d'une manière naturelle. Il y a toute une communication entre les plantes et les êtres vivants qui vivent au niveau de ces écosystèmes. Donc ce genre d'incendie ou bien ce genre si on peut dire de catastrophe naturelle, on peut les classer parmi les événements défavorables pour ces écosystèmes. Mais dans un autre côté, ces écosystèmes, ils sont toujours d'une manière ou d'une autre bien organisés pour défendre ces périodes de faiblesse, ces périodes de dégradation, si on peut dire. Donc, le genre ou bien le cas de l'Algérie, nous avons plusieurs types de forêts ou bien plusieurs types de formations végétales, c'est possible de dire ça, puisqu'une formation végétale est pratiquement, c'est-à-dire elle est classée selon la nature des végétaux qu'on a dans cette formation. Si elle est constituée majoritaire, c'est-à-dire des arbres qui atteignent plus de 5 mètres de hauteur, on peut dire qu'on est en train de classer une formation de forêt. C'est moins de taille, c'est-à-dire inférieur à 7 mètres, donc on est dans la catégorie maquis ou bien garrigue ou autre. Donc chaque formation végétale, elle a également un système de régénération à part. Donc dans notre cas, dans notre région, il y a plusieurs Algérie, il y a plusieurs types de formations, mais il fait partie de la région méditerranéenne. Donc les forêts méditerranéennes ont un caractère typique dans le domaine de régénération. Donc ils ont adapté ça depuis l'Antiquité, puisque la région méditerranéenne a un climat
un peu particulier, surtout au niveau des précipitations et aussi la température. C'est juste, monsieur Goussous, ce que vous appelez justement des capacités typiques? Oui, la forêt, ou bien le pourtour méditerranéen, et on peut le considérer, il a une typicité au niveau de végétal, c'est-à-dire les végétaux qui se trouvent au niveau de ce pourtour, ce sont des plantes qu'on ne les trouve pas ailleurs, pratiquement, puisque c'est des plantes qui ont adapté également le climat méditerranéen avec ses défauts et ses qualités, telles que la température et les précipitations, puisque généralement les forêts de la Méditerranée sont de majorité de pins d'Alep et de chênes verts, et même au niveau de littoral on peut trouver, c'est-à-dire de chênes liège. Le pin d'Alep, il a quand même un système d'adaptation depuis l'Antiquité, selon les chercheurs, que parfois vraiment c'est douloureux pour une forêt, mais parfois on doit provoquer une forêt par des incendies afin de créer une meilleure régénération de la forêt, puisque la forêt généralement se régénère, c'est-à-dire sur une durée de vie, surtout les forêts méditerranéennes, entre les 30 ans jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire la forêt se régénère intégralement. On peut trouver, c'est-à-dire l'ensemble des espèces de biodiversité au niveau de ces forêts. Mais après cette période-là, cette forêt, elle devienne on va dire qu'elle vieillit, est-ce qu'on peut oui, dire qu'elle vieillit, qu'elle a besoin d'être rajeunie? Rajeunir, puisque le bois, le vieux bois, et parfois il va y avoir une compétition au niveau de la nourriture du sol, puisque le sol au niveau de la Méditerranée c'est pauvre, c'est des terres fragiles quand même. Donc les forêts c'est une nécessité d'avoir ce qu'on appelle le brûlage dirigé, ou bien le brûlage contrôlé, afin de régénérer ces forêts. Donc parfois, en fait, en soi, on va dire que ce n'est pas au bout de ces sols et on va dire que cette terre qui est brûlée va se régénérer d'elle-même, parce qu'on sait très bien que l'ensemencement est beaucoup plus important donc après un incendie. Oui, absolument. C'est-à-dire la régénération, surtout dans des forêts méditerranéennes, elle est beaucoup plus importante. Plus rapide, on peut dire qu'elle est un peu plus rapide. Plus rapide, puisque la typicité de la forêt méditerranéenne, c'est l'adaptation aux incendies. D'accord. Comme par exemple, on va parler de l'olivier. Donc, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de messages de certaines personnes qui disaient attention, ne coupez pas vos oliviers qui ont brûlé, prenez le temps de les laisser et ça se régénérera de manière. Oui, ce sont les degrés des brûlures. Oui. L'olivier se régénère de lui-même. C'est un arbre qui est très résistant aux incendies quand même. Sauf s'il est brûlé au niveau des racines et tout ça, c'est-à-dire c'est le 3e degré, il ne peut pas se régénérer de cette manière. Mais la majorité des oliviers, ils vont être régénérés rapidement, dans 3 ans. Il va y avoir une naissance pour ces oliviers. Alors, pour reboiser, c'est clair que tout le monde est en train de penser tout de suite comme ça, on se dit oui, il faut reboiser, mais on doit reboiser rapidement ou alors plutôt prendre le temps de laisser un petit peu la nature faire les choses et surtout d'observer le terrain d'abord. Oui, justement, la majorité des gens pensent au reboisement, parce que le paysage noir et tout ça. Mais en principe, sur les forêts méditerranéennes, il y a tout un phénomène de compétition entre les plantes. Il faut laisser la nature de faire des choses naturellement, puisque cette compétition rend, c'est-à-dire des plantes beaucoup plus résistantes et c'est-à-dire la compétition par rapport à la lumière quand même et par rapport aux nutriments du sol. Donc ces plantes-là créent un comportement de résistance avec le temps. Mais quand on introduit
du nouveau plan au niveau d'une forêt, d'une manière ou d'une autre, c'est des forêts destinées à l'exploitation généralement. C'est-à-dire on sélectionne une plante par rapport aux autres, comme si un tri artificiel dans une forêt, quand il s'agit d'une exploitation. Mais quand il s'agit d'une forêt naturelle, il faut la laisser telle qu'elle est. Il faut laisser au bout de 3, 4, 5, 10 ans. D'ailleurs, au bout de 5 ans, il va y avoir de traces de l'incendie. Il va y avoir une vie totalement naturelle et une autre forêt peut-être beaucoup plus forte que l'ancienne. Que l'ancienne, d'accord. Donc, ne pas se précipiter pour reboiser. Par contre, j'imagine qu'il y a des choses à faire. Juste après un incendie. Je sais qu'il faut nettoyer, qu'il faut retenir les sols parce qu'étant donné qu'il n'y a plus de couvert végétal, aussi à la terre, parce que quand on parle de feu de forêt, on pense toujours aux arbres, mais en fait il n'y a pas que les arbres, il y a tout un écosystème, il y a la terre aussi qui s'affaiblit, il y a même aussi tout ce qui est animaux, insectes qui a disparu, donc il y a peut-être aussi on va dire que la main humaine est nécessaire à certains moments. Absolument, c'est tout ce qui, on peut dire, c'est-à-dire aménagement de ces forêts, d'enlever tout ce qui est mort, tout ce qui est branche, tout ce qui est, afin d'éviter aussi la propagation de quelques maladies. Et aussi, surtout, l'érosion. L'érosion des sols. L'érosion, c'est le phénomène fatal de ce genre de catastrophe. Donc, il faut l'être humain, il intervient d'une manière raisonnée, scientifique, afin de créer, c'est-à-dire de créer des petites retenues au niveau des forêts et aussi des barrières afin de diminuer en quelque sorte l'effet de l'érosion sur l'appauvrissement de la terre ou bien du sol. Donc l'intervention de l'homme dans ces cas, c'est impératif pour aider également le développement et l'épanouissement de ces forêts. Il faut qu'ils soient assez sains et forts dans le temps. Quand on dit reboiser, est-ce qu'on va aller toujours sur les mêmes espèces végétales qui couvraient cet endroit-là, ou alors on peut par exemple réfléchir et plutôt introduire des espèces, on va dire, résistantes, ou on va dire qui brûlent moins rapidement, parce qu'on sait très bien que certaines essences prennent feu beaucoup plus rapidement que d'autres. Est-ce qu'on va rester toujours sur les mêmes espèces végétales? Oui, surtout d'introduire des nouvelles espèces, ça c'est selon les études, c'est pas comme ça aléatoirement, parce que je vois que les gens, des associations qui interviennent d'une manière aléatoire et de ramener des plans au hasard. Il faut avoir des études d'adaptation au milieu et d'étudier la stabilité de ces espèces au niveau d'une forêt, mais quand il s'agit d'une forêt naturelle, il faut la laisser telle qu'elle est, puisqu'on sait très bien que, par exemple, le pin d'Alep, dans le cycle de pin d'Alep, nécessite des feux de forêt. Entre parenthèses, nécessite une température très élevée, ce qui est l'équivalent des feux. Donc, dans le cycle de régénération des forêts ou bien des pinettes, les incendies contrôlés ou bien dirigés, je vois que c'est important dans le cycle de vie de ces forêts. Donc, si nous avons, c'est-à-dire un plan d'action ou bien d'implantation dans des forêts pour des nouvelles espèces, ça, il faut tenir à des études approfondies et de ne pas gaspiller toute une durée de temps pour dire que cette variété ou bien cette espèce n'est pas adaptée à ce milieu. Surtout la région de littoral et les hauts plateaux, c'est la majorité, ils sont constitués de pistachis, lentisques et le chêne vert et le chêne liège et le pin d'Alep. Donc c'est une association, même le carobier, c'est une association magnifique. Donc il faut la laisser puisqu'on est dans on est dans le climat méditerranéen qui a quand même vraiment des spécificités énormes. Oui, Alors justement, M. Goussou,
toujours dans cette même lancée d'introduire de nouvelles espèces ou d'avoir les mêmes espèces. Alors à un moment donné, il faut dire que ces feux de forêt ont été quand même un peu plus importantes que les années précédentes. Alors aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y a un élan de solidarité très important et très intéressant de la part des pépinières, de la part aussi du mouvement associatif, de la société civile, pour pouvoir donc participer à régénérer un petit peu le couvert végétal que nous avons perdu. À un moment donné, nous allons avoir besoin d'avoir recours un petit peu à l'importation, parce que ce sont quand même plusieurs centaines d'hectares qui ont été ravagés par les feux de forêt. Alors là, il faut encore faire attention par rapport, par exemple, aux maladies, aux parasites qui peuvent aussi toucher les plantes que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas? Oui, surtout des plantes importées. Nous savons qu'il y a des maladies transmissibles au niveau des forêts, au niveau même des vergers, c'est-à-dire des arbres fruitiers. Il faut faire attention à ce genre de maladies telles que l'olivier, la maladie de verticillose, puisqu'elle n'existe pas vraiment ici en Algérie, mais il faut faire attention dans des moments de crise pareil, c'est-à-dire que tout le monde va c'est-à-dire importer il faut importer avec prudence et avec maximum de contrôle concernant les maladies, mais aussi donc l'implantation ou bien l'introduction des nouveaux vergers, si on peut dire, puisqu'il y a des forêts naturelles, il y a aussi des vergers qui ont été touchés par ces incendies surtout au niveau de la Kabylie. Ça peut-être donne une réflexion d'avoir changé carrément de spéculation vers d'autres espèces qui adaptent, c'est-à-dire au sol. Pas seulement l'olivier, mais il y a d'autres comme les cerisiers par exemple, comme les pommiers. Donc les agriculteurs peuvent alterner entre d'autres plants, puisque l'olivier, c'est-à-dire le rajeunissement de l'olivier nécessite du temps quand même pour une oliveraie se régénère au minimum 6 à 7 ans, comme ça. Par contre, d'autres espèces telles que le pommier ou bien l'abricotier ou bien le cerisier, on peut on arrive à des beaux vergers et tout ça. Donc il va falloir d'abord favoriser les espèces endémiques à notre pays ou à notre région. Donc c'est ça qu'il faut d'abord mettre on va dire en premier. Oui, c'est ça, c'est de valoriser, de favoriser les variétés autochtones, si on peut dire ça, des variétés de l'Algérie, qui sont déjà adaptées au premier lieu au climat méditerranéen. Donc je ne pense pas qu'au niveau de la montagne, c'est-à-dire de la Kabylie, on ne peut pas introduire des nouvelles espèces qui ne peuvent pas, telles que les espèces par exemple qui vivent au niveau de littoral, telles que c'est-à-dire des espèces qui vivent au niveau de l'Équateur. Parce que des gens maintenant, actuellement, il y a plusieurs propositions au niveau des réseaux sociaux. Ils voient directement c'est-à-dire l'aspect bénéfique, l'aspect économique de certaines espèces. Et nous avons tout un patrimoine de la Méditerranée, l'adaptation, la résistance à la maladie, tout ça. Il faut valoriser tout ça et de garder les plantes locales et les plantes autochtones. En parlant de plantes autochtones, on va parler de l'olivier parce qu'on sait très bien que la Kabylie a été, on va dire, touchée. On sait très bien que c'est une région oléicole. Donc, parlez-nous un petit peu de la variété Chanal et Azoroy. La variété Chemlel. Voilà. Chemlel et Adjar. Voilà. Justement, d'après mes études au niveau de l'oléiculture, j'ai travaillé sur ça énormément. Donc, c'est le moment pour les gens qui ont des vergers Chemlel de se bouleverser ou bien de se changer vers la variété Jarraz. Il y a d'autres variétés comme Bouchouk, comme Blestey aussi. Il y a des variétés Haron, c'est des belles variétés. C'est des variétés de chez nous? Oui, de l'Algérie. La variété Ferkani, il y a des belles variétés à double fin qu'on peut les utiliser dans l'olive de table et comme on peut les utiliser aussi dans l'huile d'olive. Et c'est des variétés qui résistent au climat et aussi... Est-ce qu'elles résistent aux maladies? Est-ce qu'elles sont aussi, on va dire, aussi costauds que l'autre variété?
Oui, la majorité des plantes, nous avons ici en Algérie environ 39 variétés au niveau national. Actuellement, elles sont recensées. 39 variétés toutes comestibles? Oui, recensées se retrouvent au niveau du verger au niveau national. Ces variétés-là, résistantes aux maladies, selon les variétés en tout cas, mais la variété Chemlel, qu'elle est très dominante au niveau de la Kabylie. D'accord. Très dominante au niveau de la Kabylie, si on peut dire ça. C'est la majorité. Et là, il y a un défaut, puisque le fruit il est trop petit. Il est petit, effectivement. Petit, donc il est difficile, c'est-à-dire d'une manière, c'est-à-dire il est difficile en cueillette, c'est-à-dire en cueillant ce fruit-là. Il nécessite beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de temps aussi. Et ainsi, et le rendement, est-ce que le rendement est le même? Oui, le rendement il est relativement de 18 à 20 litres. C'est une moyenne de rendement au niveau national, mais aussi le fruit de Chemlel dans l'agriculture de montagne, il ne donne pas vraiment, d'après nos études, il résiste moins, c'est-à-dire au stockage, la durée de stockage. Oui. Donc on aimerait bien d'avoir d'autres variétés qui résistent au stockage, c'est-à-dire la durée entre la récolte et la trituration. Avec d'autres variétés, il y a des variétés qui résistent au stockage, telles que... Et on sait très bien que le stockage est le principal problème de taux d'acidité de la dégradation des huiles. Voilà. Donc on a travaillé sur la variété, par exemple, Bouchouk, qui résiste beaucoup, c'est-à-dire une durée de stockage qui arrive jusqu'aux 10 jours, et il garde toujours ses caractéristiques de qualité en matière des antioxydants ou bien de l'acidité. Donc il y a des variétés en Algérie, c'est des variétés marginalisées malheureusement. C'est le moment d'avoir se reconvertir vers ces variétés et de les revaloriser encore une fois dans ces régions-là. Donc peut-être que c'est une aubaine, donc peut-être qu'on va dire il y a toujours un mal pour un bien. Donc ces feux de forêt pourraient peut-être inciter ces gens à changer à changer un petit peu vers d'autres variétés à double fin, beaucoup plus. Double fin, c'est ce que veut dire olive de table et huile d'olive. Voilà. Donc encore une autre question. Est-ce que on va dire que le sol, en fait, l'espèce de maquis repousse aussi rapidement que pour, par exemple, un arbre, que ce soit un arbre forestier ou un arbre fruitier? Il faut essayer de favoriser donc d'abord juste le couvert végétal, tout ce qui est arbuste et... Oui, d'abord il y a... Parce que ça va retenir les sols. J'imagine que c'est plus rapide, que ça prend moins de temps pour qu'une forêt se régénérer, et en même temps ça va tenir les sols en place. Le couvert végétal, il est constitué majoritairement des plantes annuelles, des plantes de l'année. Donc ce sont les plantes les plus favorables de coloniser également ces sols-là, surtout s'il y a un apport hydrique. L'apport hydrique, ce que veut dire il y a des pluies au niveau du mois d'octobre-novembre, ces forêts-là, ou bien ces tapis végétales. Un tapis végétal qui constitue de plantes annuelles, il peut se rajeunir au plus vite possible, donc au bout de 3, 4, 5 mois. D'ici mars prochain, il va y avoir vraiment un bon couvert végétal au niveau de ces forêts. Après, il va y avoir une série de successions, c'est-à-dire au niveau de développement, par rapport aux broussailles et les arbrisseaux, les qualités de formation végétale. La dernière formation, c'est la formation des arbres quand même, qui vient par la suite après environ 5 à 6 ans. Pour avoir un arbre de pin d'Alep qui atteint les 3-4 mètres de hauteur. Très bien. Donc, le couvert végétal vient naturellement, mais est-ce que la faune, c'est la même chose? Est-ce que pour la faune, tout va revenir, tous ces petits animaux, on a vu plein d'animaux qui ont succombé aux flammes et tout. Est-ce que aussi les animaux vont se réapproprier Justement, la complexité de la chose, que actuellement il y a des cas d'animaux au niveau des forêts et tout ça. Ces odeurs-là et ces fermentations vont attirer des insectes, des mouches, et ainsi ces micro-insectes. Donc ces insectes-là, ils vont venir comme des premiers invités au niveau de ces lieux désertés. Et aussi, nous avons un arbre qui devient très fragile et devient, c'est-à-dire
un lieu de ponte, un habitat, oui, un habitat pour ces insectes. Il va attirer également des oiseaux qui cherchent également ce genre d'insectes. Oui. Et la vie commence à se tourner. Chacun prend son rôle. Et dans une année, 2-3 ans, il va y avoir la majorité des animaux au niveau de cette forêt. Vous savez que parmi les animaux qui viennent, c'est-à-dire en retard, par exemple, oui. Vient après 20 ans. Doucement. Oui, c'est vrai que ça 300 ans. Sauf si on va dire que l'être humain va mettre un petit peu oui, pourquoi pas refaire des lâchers comme ça. Pour accélérer en quelque sorte le système. Les lièvres, par exemple, sont parmi les premiers qui vont arriver, surtout quand ils voient le tapis végétal bien, une verdure assez attirante. Donc, tout ça, chaque espèce est... Amener l'autre, donc en fait c'est vraiment une espèce de continuité, donc insecte amènera à des oiseaux. C'est un écosystème naturel, il est vraiment en progression. Parce qu'en progression, à un moment on arrive à un stade, l'écosystème est dans une étape ou bien dans une période de régression. C'est pour cela qu'il faut provoqué, surtout dans des parcs au niveau national, il faut provoquer ce genre d'incendie. C'est des révélateurs, c'est des systèmes de régénération naturelle. Donc l'être humain, toujours, et là, ça touche, mais seulement elle doit être bien étudiée, pas, c'est-à-dire aléatoire. Bien ciblée. Ouais, voilà, mais c'est dire qu'en ce moment, on est en période d'observation, surtout ne pas se précipiter pour tout ce qui est campagne de reboisement et ne pas faire les choses de façon aléatoire. Oui, absolument, il ne faut pas ce genre, parce que nous avons que des maquis et des garrigues, donc une forêt au niveau de la Kabylie pour le moment, l'idée qu'on a d'avoir introduit d'autres espèces étrangères de ce système. Il faut laisser le système naturel. Naturellement. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'était très intéressant. J'espère qu'on se reverra encore parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Donc, on n'en finit jamais. Non, on n'en finit jamais. On n'aura jamais tour, mais on essaiera encore de revoir d'autres aspects de ces feux de forêt, de ces incendies, ce qu'on doit faire et surtout ce qu'on ne doit pas faire aussi. C'est ça. Absolument. Surtout, ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Surtout. Voilà. C'est vrai que beaucoup des membres de la société civile, des associations sont en train vraiment de faire la course contre la montre pour tout ce qui est reboisement. Donc encore une fois, on doit temporiser le temps que les spécialistes nous donnent un état des lieux. Voilà. Ben, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une autre break. On rappelle, était parmi nous Monsieur Mokhtar Ghessous. Merci beaucoup. Donc vous êtes enseignant-chercheur, vous vous spécialisez dans le développement. L'université de Bosbarège. De Bosbarège et vous vous spécialisez dans le développement durable. C'est ça. Voilà. Et ben nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous rappelle qu'aujourd'hui, il a été question donc de commémorer le 63e anniversaire du GPRA, le gouvernement provisoire de la République. Nous avons également donc évoqué le mouvement associatif et c'était donc ARBER 21, donc une association de SICDA qui donc nous parlait de ces projets. Nabila Arda nous a ouvert l'association Khoyoul de Tipaza et en compagnie donc de Mariam Oussaïd. Nous avons et de son invité donc le spécialiste Ghessous. Donc nous sommes intéressés un petit peu à comment prendre en charge particulièrement les sols après ces incendies. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous retrouverai avec un plaisir de à partir de